Aujourd'hui, je reçois Michel Colomb, journaliste, essayiste et fondateur du collectif Investigation. Dans le cadre de son dernier livre Ukraine, la guerre des images, nous allons donc parler aujourd'hui de guerre d'information, propagande de guerre, désinformation, dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors bonjour Michel Colomb, dans votre livre, vous passez au peigne fin toute une série de fake news colportées par ce que vous appelez les médias mensonges. Et le livre commence par une préface de Jacques Beau, dans laquelle il rappelle quand même que cette désinformation, ce manque de diversité dans les médias n'a pas toujours été d'actualité. Il fait d'ailleurs allusion à la guerre froide, où il n'y avait pas forcément ce problème. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que on a cet unilatéralisme dans les informations, dans la rhétorique proposée? Merci de m'accueillir. Deux mises au point. Euh, je ne dis pas que les fake news sont colportées par les médias mensonges. Je décris des médias mensonges qui sont relayés par la plupart des médias et qui peuvent être fabriqués très souvent par les services de communication des États-Unis ou des autres grandes puissances, des firmes de public relations qui sont chargées de vendre un régime ou de vendre une guerre. Et donc, c'est relayé, c'est pas tout à fait la même chose, par les médias mainstream, sans analyse critique et sans débat. Il y a donc des exceptions. Sur le constat, ou sur, non, sur le constat que la guerre d'Ukraine est massivement l'objet de désinformation à l'Ouest, là où nous vivons, et les médias que nous connaissons, que nous analysons, je partage le même constat que Jacques, mais pas la même explication. Je ne pense pas que c'est nouveau. Je ne pense pas que ça a changé. D'ailleurs, depuis 30 ans que je suis les guerres des États-Unis, et ceci en est une, et les guerres de propagande qui les accompagnent, les médias mensonges qui sont nécessaires pour vendre ces guerres, depuis 30 ans, je constate l'analyse, la présence des cinq grands principes de la propagande de guerre: occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire et notamment ce que le colonialisme a fait dans ces régions, diaboliser l'adversaire, inverser l'agresseur et l'agressé, monopoliser, empêcher le débat. Et c'est pas nouveau. Et quand vous analysez, par exemple, dans Ukraine, la guerre des images, on montre que on assimile notre adversaire à Hitler. Ça a commencé, je l'avais signalé, en 56 avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, pardon, et la France et Israël qui attaquent euh, l'Égypte, Nasser, qui veulent garder le contrôle du canal de Suez, et donc le monde, Guy Mollet, François Mitterrand, Premier ministre et ministre de l'Intérieur à l'époque, traite Nasser d'Hitler. Ensuite, on a la même chose sur l'Irak, on retouche même la moustache de Saddam Hussein pour qu'elle soit plus hitlérienne. La même chose sur la Serbie, la Yougoslavie, sur la Libye. Donc, nos ennemis sont toujours Hitler, donc c'est pas nouveau. Euh, Ce qui est nouveau, c'est peut-être l'intensité du matraquage dans la propagande occidentale. Et il faut s'interroger pourquoi. Et je crois que c'est lié à l'approfondissement de la crise des États-Unis, économique, politique, même militaire, à la difficulté qu'ils ont dans le monde qui est devenu plus multilatéral et dans les sources d'information qui ont varié, la difficulté d'imposer leur récit. Les sondages montrent que, contrairement aux apparences, une grande majorité de Français, d'Européens de l'Ouest, sont assez réticents au récit occidental. Évidemment, on n'ose pas le dire, il n'y a pas de débat, mais voilà. Donc, je pense que il ne faut pas voir ceci comme quelque chose de nouveau, mais de encore plus grave. Et vu la dimension du conflit et le risque de Troisième Guerre mondiale, quelque chose qui doit alerter très très fort les Européens. Il faut se réveiller. Donc ce que vous dites, c'est que ce matraquage aujourd'hui, il est dû à, ça pourrait s'expliquer par peut-être un phénomène de compensation vis-à-vis d'un discours occidental qui est moins entendu. C'est ce que vous dites? Je crois qu'il y a eu beaucoup de contestations euh, sur toute une série de sujets
Pas forcément la guerre, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a eu la crise des Gilets jaunes, on a eu la crise du Covid avec, je n'entre pas dans la discussion maintenant, mais en tout cas, un autoritarisme et un mépris des autorités au lieu de faire de la pédagogie, de prendre des mesures raisonnables et efficaces. C'est surtout l'État, en fait, le gouvernement qui a été défaillant, pas les gens. On a eu les mouvements sociaux, récemment encore le mouvement des retraites, la violence extrême de l'État pour casser les contestations sociales et démocratiques. Ils n'ont pas de réponse non plus sur le climat, ils veulent rien changer en réalité. Donc, oui, je pense que ça s'explique par la crise de confiance. Beaucoup de gens n'ont plus confiance dans cet État, n'ont plus confiance que la vie de leurs enfants sera meilleure que la leur. Et il y a une méfiance vis-à-vis de l'information. Euh, D'ailleurs, un sondage, une enquête faite par un think tank payé par les États-Unis et M. George Soros analysait le, la docilité de la population par rapport au récit des États-Unis. Ils s'inquiétaient, est-ce qu'on va être suivi? Et leur enquête qui a été menée en mai 22, si je pense, ne me trompe pas, et encore en mai 23, constatait qu'il y avait en mai 22 presque un équilibre entre les gens qui disaient il faut négocier, il faut la paix, et les autres qui disaient non, il faut continuer la guerre pour porter plus de poids à la Russie. Cet équilibre a un peu reculé maintenant, c'était de mémoire, je dirais 38-28, ce qui veut dire quand même encore presque un tiers de la population qui n'accepte pas le discours officiel, cherche ailleurs. Donc oui, je crois que la violence du matraquage est aussi liée au risque de perdre la crédibilité. Et les médias qui relayent ces fausses informations, est-ce que vous pensez qu'ils le font sciemment, ou est-ce que c'est qu'ils font mal leur job, ou est-ce qu'ils sont convaincus qu'en fait ils partagent la vérité? D'abord, il faut distinguer médias et journalistes. La réponse ne sera pas la même. Euh, le premier livre que j'ai rédigé s'appelait Attention médias sur la première guerre contre l'Irak en 91. Et il reprenait la brillante analyse de Herman et Chomsky dans Fabriquer un consentement, un livre que Investigation a maintenant réédité dans sa version intégrale. Et dans cette analyse, il y a plusieurs filtrages de l'information qui font qu'une info sur quelque chose qui se passe à l'international va parvenir ou non, va avoir de l'importance ou non, va être relayée avec crédibilité ou scepticisme. Et là, le premier, c'est la propriété des médias, c'est-à-dire le fait que aux États-Unis, les médias sont aux mains de toute grande puissance financière. On l'analyse dans la guerre des images. Maintenant, BlackRock et Vanguard, les plus importants fonds, gestionnaires de fonds du monde, sont dans les grands médias des États-Unis. En France, les principaux médias sont aux mains de 9 milliardaires. Deuxièmement, la publicité qui permet aux énormes budgets des multinationales de faire pression sur les choses dont on va parler ou non. Troisièmement, les liaisons très étroites entre l'élite médiatique et les élites économiques et politiques. Vous savez, quand un directeur de, ou un grand responsable d'information internationale sur une chaîne française touche 38 000 euros par mois, comparé à maintenant de plus en plus de pigistes qui sont payés 20 ou 30 euros pour le papier qu'ils font sans aucune garantie, ils ne sont pas dans la même catégorie, ils ne sont pas dans la même classe sociale, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Les pigistes doivent se taire et les autres, ils vendent ce que leur salaire permet d'obtenir. Donc, ça, c'est un facteur important. Et le quatrième à ne pas sous-estimer, c'est l'idéologie dominante, c'est-à-dire que je ne dis pas que tous les journalistes sont pourris. Je pense qu'il y a, comme c'est un système d'autocensure, il y a finalement une auto-persuasion et on croit très fort à ce qu'on dit. On est très influencé par ce discours dominant, ce qui amène ces journalistes à ne même pas accepter les principes qu'ils ont appris à l'école, c'est-à-dire vérifier les faits,
croiser les sources, vérifier l'autre version, exprimer, si possible, les deux versions quand il y en a, et voilà. Et un cinquième principe de la propagande de guerre qui n'était pas dans cette analyse d'Hermann et Chomsky, mais que mon expérience des 30 dernières années me pousse à rajouter, c'est que les services secrets sont extrêmement actifs dans l'information, ou plutôt dans la désinformation. J'ai montré des exemples dans le livre La guerre des images, avec des exemples de la CIA, du MI6, euh, qui vraiment fabriquent de l'information pour que l'opinion suive le gouvernement. Donc voilà, je crois que ces 5 filtres-là expliquent cette docilité des médias envers les intérêts de l'élite économique et politique. Et j'insiste, je ne mets pas dans le même sac les journalistes, dont beaucoup sont victimes aussi de ce système. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on évoque rapidement les dernières actualités. Quid de la contre-offensive ukrainienne qui a maintenant débuté depuis quelques temps. Alors aujourd'hui, quelles sont les bonnes informations à ce sujet? On entend aussi précisément sur ce sujet beaucoup de choses, notamment sur le plan militaire. On entend tantôt que les forces russes seraient affaiblies. On entend tantôt que les lignes de front stagnent, tantôt que Vladimir Poutine souhaiterait frapper l'OTAN. Alors quelles sont aujourd'hui à ce sujet les bonnes informations pour pas qu'on fasse faux chemin, fausse route? Dans la guerre des images, on a traité ce sujet et il y a plusieurs remarques à faire. Premièrement, il faut être très prudent. Il ne faut pas prendre ses envies pour des réalités. Le discours occidental officiel est que l'armée de Poutine va s'effondrer dans quelques jours, dans quelques semaines, et ça dure depuis le début. Que lui-même est gravement malade, il est tout le temps au bord de la mort pour ceci ou pour cela, qu'ils n'ont plus assez d'armes. Il y a même eu des articles très sérieux dans des journaux, et nous relayons ça, qui disaient comme ils n'ont plus d'armes, ils utilisent des pelles, qu'ils n'avaient plus de missiles et de munitions, pendant que les Ukrainiens se plaignent que leurs munitions sont très bonnes et arrivent à percer leurs blindés. Donc, il faut vraiment, sur ce terrain-là, on est à fond dans la propagande, probablement des deux côtés, évidemment. Hein. Une armée ne va jamais dire ça va mal pour nous. Donc, moi, je crois qu'il faut être prudent. Il faut pas prétendre qu'on peut avoir la justesse sur ces questions au jour le jour. C'est un peu une question de spécialiste. Il faut croiser les sources, mais se rendre compte que les pays occidentaux ont eu intérêt à décrire que l'armée ukrainienne allait l'emporter bientôt et que donc il fallait envoyer énormément d'armes. Ça, c'est criminel. Parce qu'en réalité, tous les experts, même aux États-Unis et même au Pentagone, qui est beaucoup plus calme que Biden et la CIA, tous les experts vous disent que l'armée ukrainienne ne peut pas gagner, qu'ils ont eu énormément de pertes. Et donc, ce discours militariste, il faut envoyer des armes, il faut qu'on les soutienne, etc. Le résultat, c'est que ont été victimes plus de 200 000 soldats ukrainiens qui sont morts. Donc, ça, c'est un drame pour ce pays. Et le paradoxe, c'est que les gens qui disent nous, on défend l'Ukraine, ils les envoient à la mort. Alors, dans notre livre, on publie plusieurs déclarations en ce sens, la dernière étant celle de François Hollande, dirigée par un comique qui se faisait passer pour l'ancien président ukrainien, et François Hollande qui dit oui, oui, il ne faut pas négocier, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'un Français, là, bien installé dans son salon et dans sa retraite pas méritée, est en train de dire qu'on doit tuer les Ukrainiens. Pourquoi? Pour que les États-Unis puissent continuer à dominer le monde et pour que ce pays puisse continuer à être utilisé pour semer la pagaille, semer la zizanie et affaiblir la Russie et protéger en fait les désirs d'empire des États-Unis. C'est fini ça. Donc vous voyez, c'est un discours cruel, inhumain, et le livre a comme ambition de donner des instruments aux gens pour qu'ils puissent, un, combattre la désinformation, et deux, dire il faut négocier tout de suite. Il y a eu des accords qui ont été obtenus, des sources très sûres, israéliennes, turques et autres, ont dit déjà début mars 22 qu'il y avait quasiment un accord entre Zelensky et Poutine et que c'est Londres et Washington qui ont bloqué. Donc voilà, je voudrais insister, peut-être pour conclure, que les gens ont un rôle à jouer dans ce que j'appelle la bataille de l'information.
c'est aussi la bataille pour un cessez-le-feu et pour la paix le plus rapidement possible. Très bien, Michel Collomb, je le rappelle, donc vous êtes journaliste, essayiste et auteur donc de ce dernier livre que vous avez écrit, Ukraine, la guerre des images. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.